On va se consacrer au rôle de la société civile dans la gouvernance des données publiques qui sont produites par nous, les administrations. Comme on l'a vu pour nos propres usages, on les consomme pour de la simplification administrative, pour piloter, pour améliorer l'action publique, pour innover, pour créer, etc. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on a un devoir de transparence et on est redevable. C'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est l'article 15 de la DDHC. Quelqu'un veut le rappeler, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. En fait, sur ce fondement constitutionnel, qui n'est pas rien, la construction d'un droit d'ouverture et de circulation de données s'est progressivement étoffée en France. Je fais un rappel de un peu des 3 étapes fondamentales. Ça a une logique. La première, c'est la création du droit de réutilisation des informations publiques. Ça, c'est la loi dite Informatique les libertés de 1978. Ensuite, on a la création du droit d'accès aux documents administratifs. C'est la loi CADA, toujours en 78, qui s'en est passé des choses sous Giscard. Et ensuite, il y a le développement d'une politique plutôt active et proactive d'ouverture et de publication de données avec un essor avec de la gratuité. Ça, c'est la loi pour une république numérique de 2016. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Évidemment, je n'ai pas vocation à me substituer à notre expertise juridique. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 25 septembre prochain pour le webinaire qui s'intitule « Tout ce qu'il faut savoir du cadre juridique de l'ouverture des données ». Petit teasing. Mais simplement, je souhaitais rappeler que comme tout ça s'inscrit dans le cadre d'une mission de service public et d'autre part que ces notions, ça façonne le lien qu'on tisse avec les citoyens et la société civile. Voilà. N'oublions pas que les données que nous produisons, que nous publions collectivement, elles ont un objectif, celui aussi de servir à l'extérieur, à la société civile et aux citoyens. Et donc pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de convier autour de la table des associations et des porteurs de projets qui ont pu se frotter à la réalité de l'accès à la donnée et de ce traitement. Donc ils ont dû aller les chercher, ils ont dû aller les trouver, les comprendre, les exploiter. Donc j'accueille Sandrine Bonin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mesures d'impact social à la Croix-Rouge française. Tout à fait. J'accueille Alexandre Léchenet. Bonjour Alexandre. Vous êtes chef du service énergie et climat de Politico, qui est le média en ligne spécialisé dans la politique. Vous êtes aussi cofondateur de l'association des journalistes pour la transparence. Vous nous en direz plus. J'accueille Ron Nancy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable saison à l'association Data for Good. Tout à fait. Et enfin, Christian Quest. Christian, vous êtes membre fondateur d'OpenStreetMap France. Je vais commencer avec vous, Sandrine. Donc, alors vous, à la Croix-Rouge française, comment ça se passe ? Est-ce que vous utilisez parfois des données ouvertes ? Et si oui, de quelle façon ? Est-ce que vous avez des projets, des exemples à nous donner ? Tout à fait. Alors, à la Croix-Rouge française, récemment, on a eu une nouvelle gouvernance qui a été mise en place et donc on est en cours de structuration de nouveaux plans stratégiques au niveau territorial. Donc la Croix-Rouge est une organisation qui est très décentralisée. Donc on a bien sûr une institution nationale, mais aussi on a des structures territoriales, régionales et territoriales, avec des présidents sur les territoires. Et donc en fait, ils ont un besoin aussi d'avoir une vision plus objective du territoire. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a une connaissance humaine des partenaires et des enjeux du territoire. Mais en fait, la volonté a été de leur donner vraiment cette vision objective. Pour ce faire, ce qu'on a créé, c'est une cartographie, vous pouvez la voir ici, une cartographie dynamique des vulnérabilités territoriales au niveau communal grâce aux données de l'INSEE. Donc, vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que vous avez fait ? En fait, ce qui est intéressant et je trouve ce qui est aussi pertinent dans les discussions entre acteurs, c'est de se poser les questions, comment est-ce qu'on utilise les données et comment est-ce qu'on les rend disponibles à des utilisateurs et à des personnes qui ont moins de compréhension ou moins de compétences techniques. Donc, comment est-ce qu'on vulgarise aussi l'accès à la donnée, ce qui me semble vraiment déterminant pour que tout le monde et cette compréhension du territoire. Vous imaginez, à la Croix-Rouge, on a des bénévoles qui ont 50, 60 ans,
L'inclusion numérique, la compréhension du numérique, c'est quelque chose qui est très loin pour eux. Donc en fait, eux, ils ont l'habitude de parler avec les voisins, de prendre le téléphone pour comprendre ce qui se passe sur les territoires. Donc ils ont un très bon réseautage et une très bonne compréhension, je dirais, plus informelle du territoire. Mais du coup, quand ils ont ce type d'information, ils peuvent aller sur leur département, ils peuvent comprendre les communes où vraiment il y a des enjeux de précarité. Donc en fait, on s'est basé sur une méthodologie de l'INRAE pour construire un indice qui, lui, se base sur 9 indicateurs qui ont été renseignés par les données de l'INSEE. Donc, on a une composante, bien sûr, monétaire sur le revenu, on a une composante socio-économique, une composante santé et une composante mobilité. Et bien évidemment, vous pouvez voir sur cette cartographie, donc en fond de carte, vous pouvez voir différentes couleurs avec le niveau de vulnérabilité qui augmente en fonction des couleurs chaudes. Donc là, on est sur un territoire où on a une vulnérabilité qui est assez dispersée. On peut voir quand même que dans l'ouest, je dirais au nord-ouest, on a plus de vulnérabilité vu qu'on a des communes avec, ici, là on peut vraiment voir, ici en rouge, orange-rouge, qui a un haut niveau de vulnérabilité ici on est en Bourgogne-Franche-Comté. Et vous pouvez voir en point rouge, on a été rajouter les structures de la Croix-Rouge française. Et donc eux, en fait, dans leur plan stratégique, ils vont pouvoir orienter leur action pour s'assurer de la couverture des zones identifiées comme vulnérables. Et donc cet outil nous permet vraiment d'orienter l'action, de planifier l'action, mais aussi de mettre autour de la table différents acteurs, parce que bien évidemment on travaille avec des partenaires publics, des collectivités, on travaille également avec d'autres associations sur le territoire, on a également des partenaires, des philanthropes qui nous soutiennent, donc on peut vraiment travailler ensemble sur la base de ces données objectives pour savoir où est-ce qu'on veut intervenir et comment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aussi la possibilité d'aller regarder donc les composantes de cet indice. Par exemple, quand on a un programme contre l'isolement, on peut aller voir la part des personnes isolées, on peut aller voir la part des personnes de plus de 75 ans, les plus jeunes. Donc on peut vraiment orienter l'action en fonction des cibles. Et tout ça, ça a été permis grâce à la mise à disposition de toutes ces données et qu'on a récupérées, qu'on a mis en forme sous cette visualisation. Et est-ce que vous avez eu des difficultés d'accès ou de traitement, notamment est-ce que tous les territoires sont couverts, etc. Comment justement ça a guidé ou pas votre action et qu'est-ce que parfois vous êtes limité ? Alors, à vrai dire, on est très content parce qu'il y a une très très bonne couverture de ces données au niveau de la France hexagonale. Pour certaines communes, il y a quelques manques, mais bon, ça arrange de ces éléments. Par contre, là où on a vraiment eu un problème, c'est donc sur la définition d'un plan Mayotte après Chido. On a voulu vraiment comprendre quelle est la situation à Mayotte, et là, il y a un manque de données flagrant sur Mayotte, qui fait qu'en fait, on ne peut pas se baser sur ces données pour avoir des échanges avec différents partenaires, ce qui est vraiment dommage et ce qui empêche vraiment une action, je dirais, une harmonisation aussi de la vision des différents partenaires, parce qu'aujourd'hui, pour Mayotte, vous imaginez qu'on est tous on est tous actifs pour voir comment est-ce qu'on peut au mieux intervenir, dans quelle zone, et si on avait ce type d'information, on pourrait se dire, ben voilà les zones prioritaires, voilà, vraiment, on a besoin d'intervenir, mais aujourd'hui sur Mayotte, on a une invisibilité des populations, une invisibilité, bien évidemment, avec différents enjeux. C'est pas que le sujet, je dirais, de l'information sur les personnes qui vivent à Mayotte et du coup des enquêtes publiques, ça va bien au-delà. Mais quand on a un manque d'informations, en fait, ça empêche aussi une certaine prise de décision basée sur ces informations. Bien sûr, on compense avec d'autres éléments, là, avec une compréhension, je dirais, plus territoriale, en se fiant sur d'autres types d'informations. Non, mais je comprends très bien, c'est pas la première fois qu'on est confronté à un manque de collecte et de production au niveau des Outre-mer. Je pense que ça fait vraiment problématique dans votre cas. Et je pense que ça, c'est un effort aussi à faire, nous, quand on parle de gouvernance et de couverture, de vraiment de s'assurer que la donnée, elle est produite vraiment au niveau de tous les départements, vraiment sans aucune exception. Et si je peux peut-être ajouter un point en 1 minute, ce qui est aussi important pour nous, là on a utilisé un indice qui vient de l'INRAE, mais on trouverait aussi important de pouvoir s'associer et harmoniser
ces pratiques de calcul avec d'autres opérateurs, avec aussi peut-être des chercheurs, d'autres organismes, pour qu'en fait on parle tous le même langage et qu'on ait une vision partagée. Et que nous, par exemple, on utilise cet indice de vulnérabilité, d'autres personnes vont dire nous, on n'utilise que revenu. Mais du coup, qu'on ait vraiment, je dirais, un standard aussi en termes de construction d'indices et d'indicateurs. Le partage de la donnée est très importante, mais aussi le partage de méthodologies pour construire des indicateurs et avoir cette information partagée. Ça peut vraiment aider au dialogue et à l'action sur le terrain. Tout à fait. Mais d'ailleurs, j'avais la même question pour vous, Ronan. Vous, à Data for Good, vous accompagnez donc des associations à développer des outils numériques, c'est ça, en mobilisant la donnée et la compétence de bénévoles, donc des compétences en data science, en intelligence artificielle, en traitement de données, etc. Est-ce qu'il y a des projets que vous aurez voulu traiter ou des associations vous ont proposé et que vous n'avez pas pu peut-être traiter justement parce qu'il manquait des données, parce que l'accès était trop long et puis bon, est-ce qu'il y a d'autres qui ont été plutôt traités parce que c'était possible? Enfin, comment vous avez réussi à guider votre action en fonction de ça? Oui, alors tout à fait. Alors nous, on accompagne beaucoup de projets, donc on construit des projets avec des associations, mais ces projets nous sont proposés. Hein. Je vais beaucoup parler de différents projets. En l'occurrence, la première étape, quand on sélectionne des projets, donc on accompagne une trentaine de projets par an, mais on reçoit une centaine de dossiers, c'est de vérifier si la donnée elle est accessible. Et ça, il y a pas mal de cas où elle ne l'est pas. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Déjà, si on... Exemple tout bête, mais si on cherche des données qui sont détenues par des acteurs privés, bon, déjà c'est plus compliqué. Hein. Alors si on veut faire des analyses d'émissions de CO2, par exemple récemment on a essayé sur l'automobile, très très compliqué. Et si c'est accessible, c'est dans des bases de données qui sont excessivement chères. Hein. Mais il n'y a pas que le privé. Hein. Il n'y a pas que le privé. Donc on a fait un très beau projet avec l'association Bloom de Clermont-Ferrand. La première étape, c'était de se dire, mais alors comment l'idée, c'est de détecter les bateaux qui vont faire de la pêche et de la surpêche dans des zones protégées. En fait, la première chose, c'est comment on fait pour trouver cette donnée. Donc, au début, on a voulu jouer un peu les hackers. On a essayé de scraper la donnée sur Internet parce qu'en fait, il y a des très beaux sites web où on peut voir les bateaux en live, etc. Bon, en termes de stabilité technique, c'est très compliqué. Mais par contre, en fait, on sait que l'Union européenne oblige, et la France entre autres, oblige les bateaux à avoir des capteurs. Alors, il existe plusieurs types de capteurs. Il y en a un qui s'appelle les données AIS. Donc ces données sont récoltées par le public, par les acteurs publics, mais elles ne sont pas mises à disposition. En fait, l'association Bloom lutte depuis de nombreuses années pour qu'elles soient mises à disposition gratuitement, mais on a dû passer par des bases de données payantes, et en fait le projet a failli ne pas se lancer. Donc finalement ils ont réussi à débloquer des fonds, etc., pour qu'on puisse avancer, à négocier avec un acteur privé qui nous a donné accès à la donnée pour moins cher que d'autres clients. Mais voilà, c'est vraiment un point intégral de ce genre de projet, c'est trouver la donnée et y accéder alors qu'elle est censée être accessible. Et c'est quelque chose que vous... Enfin, comment justement cette culture de la trouvabilité de la donnée publique, elle est un peu transmise aussi aux bénévoles, aux associations? Est-ce que voilà, il y a une courroie de transmission quelque part où chacun se débrouille et hop part de manière un peu sauvage à la chasse? Ouais, c'est-à-dire que déjà Data for Good, c'est une petite association. On a quand même 10 ans de vie, mais en fait on n'a que 2 employés et c'est seulement depuis janvier dernier. Donc oui, on n'a pas vraiment de process spécifique, et en plus de fait en fonction. Alors bon, DataGouv, évidemment, datagouv.fr, ça reste une référence, donc on sait qu'on va aller regarder. Là aujourd'hui, sur cette table ronde, on est censé parler des barrières. Il y a énormément de choses qu'on trouve et de projets qui réussissent grâce à ces données open data. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Oui, voilà. Après, effectivement, donc, comme je disais, il y a énormément de bases de données différentes dans l'énergie, dans le transport. Alors maintenant, j'allais dire dans l'alimentaire, heureusement, il y a Open Food Facts. Voilà, il y a énormément de choses et donc c'est très très dur à processer. En fait, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas de process uniforme sur tous nos projets parce que tous nos projets sont différents. L'année dernière, on avait, je peux parler de surpêche, on a aussi les données des territoires avec Anticor et Transparency International. On a vraiment des données extrêmement variées. Et donc, non, il n'y a pas de process uniforme qui permet, à l'heure actuelle, une fois qu'on a fait
les deux grosses bases open data, donc datagouv.fr et peut-être un autre acteur privé. Bon ben voilà, derrière, on va devoir aller à la chasse, creuser, et des fois même au bout de seulement 3 semaines, 1 mois, on va rencontrer une asso qui nous dit « Ah, mais vous n'avez pas essayé celle-là, c'est un chercheur aux États-Unis qui l'a mise en open source il y a 2-3 ans, les données sont encore à peu près correctes, allez-y. » Parce qu'il y a aussi la problématique de la mise à jour de la donnée, ça c'est encore autre chose. On a fait un très très beau projet l'année dernière de détection des coupes rases en forêt, et en fait, le projet, on l'a fait sur des données de l'année dernière, mais on ne sait pas quand elles sont mises à jour, donc peut-être que le projet sera déjà obsolète l'année prochaine. Donc bon, il y a évidemment d'autres pistes pour essayer de recréer la donnée nous-mêmes, mais voilà, ça demande énormément d'efforts, et là on parle d'associations qui sont pas milliardaires, et donc pour pouvoir recréer cette donnée qui avait été mise en open data par un laboratoire, c'est un coût financier qui n'est pas supportable par une association. Donc on va devoir demander à nos bénévoles pendant de longs mois, les relancer, etc., pour pouvoir finaliser ce projet. Oui, je comprends. Du coup, que ce soit vous ou Sandrine, est-ce que vous auriez des petits conseils justement pour les producteurs, la production de données? J'ai compris que ce qui est important pour vous, il y avait la complétude, la mise à jour, la découvrabilité. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels justement vous avez peut-être un message à faire passer? C'est un sujet qui est complexe, mais effectivement, peut-être que sur le côté vision globale d'Open Data Gouv et d'autres acteurs, comme je disais, des fois, même sur Open Data Gouv, l'année dernière, j'ai eu un projet avec l'association J'accueille où en fait, il y avait 4 jeux de données qui regroupaient sensiblement la même donnée, et en fait, pour trouver la différence entre les différents jeux de données, ça a été très compliqué pour se rendre compte que finalement il fallait utiliser tel jeu ou pas tel jeu. Mais là c'est un peu un problème de riche parce qu'il y avait trop de jeux de données. Alors j'ai envie de dire tant mieux, continuer comme ça. Mais effectivement ce côté vision globale des différents jeux de données, c'est quelque chose qui des fois peut amener un peu de complexité. Donc la documentation aussi. Tout à fait, je peux rejoindre aussi Ronan sur ce sujet, la documentation, et avoir une vision, je dirais, pour justement vulgariser et avoir accès aux informations de manière plus facile. Ce que je disais tout à l'heure, il faut être un petit peu technique en fait parfois pour pouvoir travailler sur ces données. Donc comment est-ce qu'on peut aussi donner de la visibilité à des personnes qui n'ont pas ce niveau de technicité? Je pense que c'est vraiment un enjeu de... Oui, tu l'as bien dit, hein, c'est aussi pour démocratiser. Ça, c'est un vrai problème. Ce qu'on décrit là, moi j'ai donné un nom, la data fouille. C'est-à-dire il faut aller fouiller dans les données, et il y a un point important, tu disais 4 jeux de données qui se ressemblent, etc. La généalogie entre les jeux de données, c'est-à-dire lequel est en fait le jeu de données maître primaire, et lesquels sont en fait des dérivés, des reprises, etc. C'est pas évident parce que c'est pas souvent bien documenté. Ouais, je suis d'accord. Du coup, je me tourne maintenant vers vous, Alexandre. Donc vous, est-ce que dans le cadre de vos fonctions depuis longtemps, est-ce que vous avez rencontré des blocages aussi d'accès aux données, et justement dans quel cas, dans ces cas-là, quel levier vous avez pu activer et obtenir, et pour quels résultats? Oui, merci. Des blocages, j'en ai eu. Moi, ça fait 15 ans que je suis data journaliste, que je l'ai été, et maintenant je suis un peu plus éloigné de ça, puisque je suis chef de service énergie et climat. Donc, je suis moins dans les données, mais le tribunal administratif a encore des décisions en cours. Donc, c'est mon principal levier pour ouvrir les données qui m'intéressent. Du coup, oui, j'ai plein d'exemples. Le dernier en date, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait beaucoup de livres ces derniers temps qui sortaient sur la mixité scolaire, sur le poids du privé, la ségrégation. Et beaucoup de ces livres s'appuient sur un indicateur qui s'appelle l'IPS, que le ministère de l'Éducation nationale a refusé de publier pendant des années, et que grâce au tribunal administratif que j'avais saisi, ça a été ouvert il y a 3 ans maintenant, en octobre 2022. Et ça, c'est un bon exemple il faut aller jusqu'au tribunal administratif. Ma demande initiale, c'était le 26 décembre 2019. Les vacances de Noël, c'est toujours bien pour faire des demandes de données. Ils ont refusé, ça a traîné, il y a eu beaucoup d'échanges. Mais grâce à ce petit coup de pouce du tribunal administratif qui a décidé que ces données devaient être publiées, depuis, ils sont beaucoup plus proactifs sur cet indicateur. J'avais demandé que pour les collèges et les écoles, ils l'ont publié pour les lycées. Ils ont enrichi les données avec notamment les écarts types, et toutes ces données permettent
de montrer un peu pour caricaturer la mixité sociale dans tous les établissements de l'éducation nationale. On a l'historique et tout ça. Donc, ça reste pour moi et pour du coup beaucoup de journalistes le levier quand on identifie des données qui pourraient nous intéresser, sachant que la plupart du temps, je crois que j'aurais dit ça il y a 15 ans déjà, mais si les données elles sont déjà en ligne, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, que pour trouver des choses intéressantes pour des journalistes, des choses nouvelles, des révélations, des choses qu'on peut raconter, il faut croiser les données. Il y a plein de choses à faire en croisant différentes bases de données, la localisation des écoles avec les sols pollués, des choses comme ça. Ou alors, il faut aller chercher des données qui n'ont pas encore été mises en ligne. Il y a un autre, l'autre blocage qu'on a constaté, c'est que après quelques années très volontaires où il y avait des gens dans toutes les institutions qui ouvraient des données, qui étaient là pour presque à notre service en disant mais qu'est-ce que vous voulez, on va vous aider. J'ai l'impression que maintenant on a changé, que les chargés de mission data, ils sont devenus chargés de mission IA. Du coup, il y a des pages sur DataGouv où il n'y a plus rien. La région Île-de-France faisait plein de choses. Maintenant, il n'y a plus rien. La Cour des comptes faisait plein de choses, essayait de sortir des données associées à ses rapports. Maintenant, il n'y a plus rien. Et je crois que c'est lié à des postes qui ne sont pas remplacés. Et ça, c'est un peu dommage. Ça montre bien que 10 ans après la loi Le Maire, il n'y a pas un réflexe dans les administrations. Il y a un réflexe chez certains. Il y a des gens à la direction qui doivent se dire bon, bah, ça, on va le faire, c'est la loi. Mais c'est vrai que j'étais sûrement beaucoup plus optimiste il y a 10 ans. On m'a dit l'open data par défaut, et j'ai dit c'est génial. Depuis, tous les ans, j'étais à la Gazette des communes avant d'être à Politico. Tous les ans, je devais demander au ministère de l'Intérieur de publier en ligne les données des polices municipales avec le détail des armements par commune. Quelque chose qui m'envoyait chaque année, après de longues semaines d'attente, ce qui montre bien qu'il n'y a aucun problème à envoyer les données. Qu'il n'y a aucun problème à les publier, mais ça nécessite encore chaque année, je faisais mon petit mail, est-ce que vous pourriez les mettre en ligne, alors que ça devrait être un réflexe. Et récemment encore, je travaillais sur les subventions aux associations, et je vois qu'il y a une start-up d'État qui fait un truc super où tout est centralisé, et je dis bah, moi je veux les donner, et puis on me dit ah bah non mais c'est pour nous, c'est pas pour vous, et tout, et alors que la loi Le Maire, elle a 10 ans et que moi, c'est vrai que ça m'embête un peu que ce ne soit pas un réflexe chez les gens de se dire attends, on va faire une base de données, comment on peut faire en sorte de l'ouvrir après, puisque normalement, par défaut, toutes ces bases de données, elles doivent être mises en ligne. Donc ça, c'est un deuxième blocage. Et c'est un peu de la conception, finalement. Oui. Vraiment se dire au moment de la conception, de se dire on lance telle startup data, telle nouvelle base de données, donc dans ces cas-là, il faut peut-être penser aussi à la diffusion. En tout cas, s'en assurer, parce que souvent on a un point de vue technique. Enfin, je vois comment ça se fait en interne, et parfois on va pas voir le service juridique, on va pas s'assurer justement de la diffusion. Vraiment, on produit quelque chose parce qu'on veut aller vite, on veut faire un MVP, un POC, peu importe. Mais pour moi, il faut pas justement négliger ces aspects-là aussi, qui souvent prennent plus de temps. Vous l'avez remarqué, mais sur le long terme, qui peuvent s'avérer utiles. C'est pas grave si on n'a pas l'autorisation tout de suite. En tout cas, de le travailler sur le moyen terme, je pense que ça peut être un moyen d'aboutir à ça. Et là-dessus, j'ai un dernier exemple où il y a une base de données qui a été développée par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle TSUA, traitement sur l'usage des armes, je crois, et qui documente tous les usages des armes par les policiers. Et le tribunal administratif de Paris a décidé il y a un an que cette base de données, c'était une base de données qui devait être communiquée à ceux qui la demandaient, qu'en l'occurrence, c'est moi qui l'avais demandé. Les arguments du ministère de l'Intérieur, c'était quand même, si ça vous intéresse, je vous enverrai le petit mode d'emploi. Ils ont fait tout un mode d'emploi pour expliquer pourquoi il était impossible pour eux d'anonymiser cette base de données, où ils expliquent en se minutant combien de temps ça prendrait de prendre une ligne dans le fichier, d'imprimer le PDF associé, de mettre du blanco sur le PDF, de numériser le PDF, ensuite de le mettre de faire une compilation. Et ils expliquaient que tout ça prendrait un an pour un service qui avait d'autres choses à faire que de répondre à ma seule demande. Ce qui m'a rassuré, c'est que le tribunal administratif qui a eu le droit de voir les données a dit que selon lui, il était possible de juste prendre la base de données, supprimer les colonnes qui posaient problème.
et de le communiquer. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le droit encore de voir cette base de données. Le ministère de l'Intérieur a fait appel de la décision devant le Conseil d'État et du coup, on verra où ça nous mène. Mais c'est vrai que on sent encore beaucoup de réticence et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association des journalistes pour la transparence qui rassemble des gens qui utilisent le droit pour obtenir des informations. Et le dernier blocage qu'on a constaté, et je finirai là-dessus, c'est qu'il y a des reculs en arrière. On a eu une belle période où on disait il faut de la transparence, machin, et maintenant on n'est plus renfermé. Il y a on va au nom de la sécurité, au nom du secret des affaires, réduire la taille des bases de données. Je voyais encore quelqu'un qui suggérait qu'on fasse 2 niveaux, un truc en open data et puis des gens qui payent pour avoir accès à toutes les données. Et c'est des choses qui sont ententables et c'est des secrets qui sont prévus par la loi. Donc bien sûr qu'on est d'accord pour les respecter, mais souvent c'est très extensif et c'est assez dangereux. Et là récemment, je voyais... on voulait faire une belle carte des lignes de haute tension sur RTE et j'avais déjà utilisé ça il y a quelques mois et je retourne sur le site et là erreur 404 alors que j'ai tout dans mon historique et du coup j'ai regardé DataGouv bref erreur 404, je demande à RTE, ils disent par souci de sécurité il y a eu des incidents sur des points de la ligne, du coup on a tout retiré. Donc il y avait un fichier, alors après est-ce que c'est ces fichiers-là qui ont permis à des gens de détruire les pylônes ou de les attaquer? Je ne sais pas, et ils n'ont pas voulu en dire plus. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas proposer quelque chose qui soit dégradé? Moi, je n'ai pas envie d'avoir essayer de trouver un juste milieu entre des données qui soient en ligne extrêmement précises, et peut-être trop, sachant qu'elles le sont sur OpenStreetMap, très bonne qualité, mais où... 0 fichier, il y a peut-être une option où on dit on fait des lignes droites ou des choses comme ça. Donc ça c'est les leviers que j'ai pu identifier. Les blocages, pardon. T'as blocage, t'as levier. Toi, oui. Comme levier, t'as... Moi j'ai le tribunal administratif, c'est mon meilleur ami. D'accord. Et pour les données qui disparaissent, t'as Open Data Archive. Aussi, voilà. Ouais. Et puis les mêmes données de pylônes, elles sont dans la BD Topo de l'IGN. Donc... Moi, j'ai une petite question sur la boucle de rétroaction. Peut-être ça vous concerne aussi, Sandrine et Ronan. Est-ce que justement, parfois, enfin, peut-être vous aussi, ça peut arriver de constater des erreurs, ou en tout cas d'avoir des questions à poser à la production de données, en tout cas à l'entité qui produit. Est-ce que pour vous, c'est facile d'identifier le point de contact et en tout cas peut-être de faire remonter des erreurs, de faire corriger la base, etc. Est-ce que c'est des cas sur lesquels vous avez déjà buté ou utilisé? Moi, très concrètement, oui. On a eu un projet l'année dernière en saison Data for Good où il y avait une erreur dans un jeu de données datagouv.fr. On a envoyé un mail et on a eu une réponse dans la journée ou le lendemain, donc qui avait été corrigée. C'était le fournisseur de la donnée qui avait fait une erreur dans son nouveau jeu. Et donc c'était plutôt une bonne expérience. Après, c'est vrai que... Pas tant que ça, on a plus des problèmes pour retrouver la donnée, mais une fois qu'on l'a, en général, il y a... Ou alors peut-être qu'on ne les voit pas, les erreurs aussi, parce que c'est quand même un métier beaucoup plus compliqué là, de commencer à faire de la cohérence dans les jeux de données. Donc souvent, la mise en cohérence, c'est à nous de les faire d'ailleurs entre différents jeux, mais sur un même jeu, j'ai pas d'exemple en tête. Alors, moi, je peux répondre. Je t'en prie. Parce que sur OpenStreetMap, on constate des erreurs et en général, il n'y a pas du tout de canal de retour. Les administrations, les services publics produisent de la donnée dans leur tête parfaite et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne les publient pas, c'est qu'ils considèrent qu'elles ne sont pas parfaites pour être publiées. Donc en général, il n'y a pas de canal de retour. Donc ça, c'est vraiment problématique. Ce que tu dis, c'est que c'est important de publier même si on pense que ce n'est pas parfait et de mettre en place cette possibilité de contact pour corriger. Mais même, je trouve que l'imperfection dans les données utilisées par l'administration, c'est un devoir de transparence. Savoir que l'administration s'appuie pour travailler sur des données qui ne sont pas bonnes, c'est aussi très bon à savoir. Je peux rejoindre ce point, je dirais par rapport à l'interne Croix-Rouge française, où nous, justement, aussi, on a cet enjeu de donner du feedback en fait, aux personnes qui produisent les données, pour qu'ils sachent exactement...
parce que forcément, on a différentes personnes qui collectent l'information pour avoir une consolidation au niveau territorial et qui puissent dire « Ah oui, ça correspond vraiment à ce qu'on fait sur le territoire », plutôt qu'il y ait une consolidation nationale et qu'ensuite on se dise « Ah bon, c'est pas très bien ». Donc en fait, on a différents niveaux de validation, confirmation. Donc cette notion de feedback, je trouve, elle est très importante pour créer de la transparence, mais aussi pour avoir cette correction des données de la part des personnes sur le terrain. Et du coup aussi être en capacité de dire, ben voilà, là on a une information, mais elle est plus ou moins fiable. Parce que si on attend d'avoir une donnée de très bonne qualité pour la publier, on risque d'attendre longtemps. Et du coup, on est assis sur des informations qu'on n'utilise pas parce qu'on considère que soit elle n'est pas complète, soit on n'est pas très bien sûr de certains éléments. Donc par contre, donner une information en disant voilà, alerte, disclaimer, on a une donnée, mais on n'est pas très bien sûr de l'information sur peut-être certaines géographies ou peut-être sur certains indices, on ne sait pas très bien comment ça a été mesuré. Mais du coup, d'être transparent sur ces éléments, je pense que ça aide aussi à créer des relations de confiance avec les personnes qui utilisent l'information. Ça me fait penser, j'ai peut-être été un peu optimiste tout à l'heure, mais effectivement, en termes de cohérence d'un jeu, on aura du mal, mais effectivement, en termes d'interopérabilité entre les jeux, la qualité est souvent très variable. Et effectivement, sur une colonne qui va avoir le même nom, nom de ville, typiquement, on va avoir des typographies complètement différentes sur 3 jeux de données qui sont... Voilà, donc, voilà ça, on l'a tous vécu. Donc effectivement, l'information est là, mais le format de la donnée, souvent, peut poser problème. Moi, je me souviens d'un jeu de données qui a été publié sur DataGouv et il n'y avait que le détail par commune et comme il y avait du secret statistique, c'était pas très intéressant pour une partie des communes. Et du coup, j'ai trouvé le producteur de données en administration sur LinkedIn et je lui demande des précisions et tout ça. Et il me dit, faites un commentaire sur DataGouv. Ce que j'ai fait et le lendemain, ils ont publié quelque chose au niveau intercommunal. Ce qui était du coup plus utile pour nous parce qu'on pouvait beaucoup mieux informer quand j'étais à la Gazette nos lecteurs. Et c'est vrai que souvent les administrations, elles sont un peu comme Gollum avec leurs données. Elles sont à se dire c'est mon précieux, je le garde pour moi, surtout je ne vais pas le partager. Et je pense qu'on a tous à y gagner qu'il y ait un travail de médiation. Et c'est vrai que moi j'utilise des données, les bases de données, elles sont faites souvent pas pour les usages que moi je veux en faire. Et du coup... il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas deviner. Et puis, du coup, que l'administration, elle dise, voilà, on va mettre en ligne ces données sur les IPS. Faites attention, ce n'est pas un indice de réussite. Et puis, faites attention sur tel ou tel truc. Voilà, en gros, tous les défauts de cette base de données. Après, même pouvoir me taper sur les doigts si j'en fais quelque chose qui n'est pas idéal en disant, vous êtes un peu trompé dans la réutilisation, vous n'avez pas vu ci ou ça. Mais c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on est vu comme encore moi je suis journaliste donc quand je vais voir des agents on me dit non on vous répond pas à parler au service de presse et du coup ça crée je me souviens d'un échange avec l'INSEE, on essaie de faire un truc sur le taux d'encadrement dans les administrations par département. Et du coup, je fais ma demande au service de presse, qui la transmet au service des grands projets, qui la transmet au service dédié. Et ils me font une base de données dédiée. C'est super, ils mettent plusieurs semaines et je suis super content. Et je commence à travailler dessus. J'ai quasiment fini mon article et je me rends compte qu'il y a quand même des trucs qui sont assez aberrants. Et en gros, dans le Nord, il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, je ne sais plus exactement... le détail, mais en gros, je me rends compte qu'en région Hauts-de-France, tous les fonctionnaires des lycées, ils sont codés à Lille, qui est le siège administratif, alors qu'en région Rhône-Alpes, tous les fonctionnaires des lycées, ils sont codés dans la ville où il y a le lycée. Donc, mes analyses, elles sont toutes pourries, je me rends compte une semaine avant la publication. Et du coup, j'essaie de parler aux gens de l'INSEE, mais il faut refaire tout le petit circuit comme ça. Et puis en même temps, ils disent, mais pourquoi vous avez utilisé ces données-là pour faire ça ? Je dis, c'était ma demande initiale, mais je ne sais pas si elle a été transmise. Et du coup, c'est vrai qu'un canal direct, parfois, moi, je ne suis pas en train d'essayer de faire des révélations sur le service statistique de l'INSEE ou quoi que ce soit, ou si je le faisais, je le ferais autrement. Ou du coup, de parler avec des gens qui savent de quoi on parle et de ne pas passer par un filtre de service de presse qui a souvent des préoccupations aussi politiques, de dire est-ce que vraiment on a envie que ça sorte maintenant et tout ça. Du coup, c'est vrai qu'il y a
essayer d'aller vers un rôle de médiation, ce qu'a très bien fait cette personne à qui j'ai parlé sur LinkedIn, et où du coup c'est aussi à moi, quand j'ai des demandes, de les faire en public et tout ça, et pour essayer que ça améliore. Mais c'est vrai que c'est souvent un peu difficile de dire, là je comprends pas pourquoi il y a une erreur. J'ai plein d'autres exemples, je peux vous les raconter après si vous voulez. Mais à chaque fois, il n'y a pas d'erreur, on l'a fait comme ci, comme ça, mais pourquoi vous avez utilisé telle façon de faire et tout. Et vous dire, en fait, moi, quand je fais ma demande, je suis à peu près clair la plupart du temps. Donc, du coup, il faut me le dire dès le départ et ça nous évite plein de temps. Et après, en plus, le pire, c'est quand on publie et que derrière, ils disent c'est faux. Et moi, je vais récupérer des chiffres du ministère de l'Intérieur sur le nombre de policiers. Et puis, il y avait un petit débat à Lyon à ce moment-là. Je dis, voilà, je viens de récupérer des chiffres du ministère de l'Intérieur. Voilà ce qu'ils donnent comme chiffres. Et après, c'est repris dans la presse et la préfecture dit les chiffres sont faux. Je dis les chiffres, c'est vous qui les avez produits. Donc, à un moment, venez pas vous en prendre à moi et réglez vos problèmes en interne. Et ça, c'est souvent assez difficile parce que je voulais bien entendre que les chiffres soient mal remplis ou une exagération ou machin et tout ça. Mais dans ce cas, il faut le dire. Il ne faut pas juste... là, en l'occurrence, je m'étais battu encore une fois jusqu'au tribunal administratif pour avoir les données, mais du coup, il n'y a pas forcément... Et il m'envoie les fichiers, et puis après, c'est silence radio, aucune explication. C'est à moi d'essayer de comprendre ce que ça veut dire et tout ça. Et c'est vrai qu'un peu d'échange, c'est toujours mieux pour tout le monde, et ça évite aussi les mésusages. Et... Oui, je comprends. Mais peut-être aussi en termes de gouvernance interne, justement. C'est très juste le rôle de médiateur de données. Peut-être que vraiment c'est quelque chose aussi, c'est un métier qui n'existe pas. Et très souvent, la production de données, en tout cas sa diffusion, l'open data, c'est perçu comme quelque chose de technique, moins comme de la com aussi. Pas forcément. Ou je dirais que, souvent aussi, c'est pas forcément des services qui se parlent ensemble, d'où un peu ça peut paraître de l'extérieur un petit peu plus cacophonie, en tout cas, voilà, différentes personnes qui parlent pas de la même chose, etc. Mais je pense que c'est un effort aussi à faire en interne, c'est vraiment d'essayer d'instaurer plus de comités, alors pas forcément de pilotage mais de gouvernance, mais en tout cas d'essayer d'avoir une approche interservice et de se dire que la donnée, en fait, Stéphanie Charles l'a rappelé ce matin, mais c'est pas uniquement un sujet technique. Voilà, on le voit, là on a parlé bien sûr outillage technique, etc. Mais on le voit que dans ces ramifications externes, dès lors qu'on a que dans nos missions de service public, en fait justement on la publie aussi et pas forcément, comme tu le rappelais Sandrine tout à l'heure, pas uniquement pour un public technique. Il y a besoin de cette médiation, en tout cas cette traduction. Et cette traduction aussi en interne, elle est vraiment importante. Enfin, moi aussi j'ai fait plusieurs services dans les administrations qui traitent de données et vraiment il fallait faire l'effort de faire le lien entre les différents départements. C'est pas du tout évident. Enfin, je sais que ça reste encore quelque chose de notre responsabilité à travailler. Par contre, moi je suis assez contre le fait que les services de com soient dans le circuit. Mais parce que la transparence, c'est pas je choisis ce que je dis, ce que je montre, ce que je montre pas. La loi Le Maire, elle ne parle pas de service de communication, elle parle d'obligation de publication par défaut, de publication des mises à jour sans qu'on ait à le demander, etc., etc., etc. On est quand même, pas 10 ans malheureusement, mais 9 ans après la loi Le Maire. Et il y a encore plein de choses qui ne sont pas respectées. Faut être très clair avec ça. Donc le fait de devoir aller devant la CADA, qui a un passage un peu obligé, ensuite le tribunal administratif, qui parfois ne suffit pas, il faut aller jusqu'au Conseil d'État, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je suis d'accord, mais ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la communication, c'est-à-dire le point de contact souvent sur les jeux de données. Et il y a encore beaucoup d'administrations pour qui le point de contact, il n'est pas forcément identifié. On peut aller sur le site et on trouve le point de contact presse ou com. Et administrateur ministériel des données, oui, qui doit faire passer les choses au bon service derrière. Et puis il y a aussi, je rappelle aussi, ça fait partie du code des relations entre le public et l'administration, quand on fait une demande à un service qui ne peut pas répondre, mais il doit transmettre au service qui peut répondre. Donc il y a plein de choses qui sont très théoriques dans la loi, mais qui ne sont pas appliquées. Si c'était appliqué, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Mais en fait, on n'a pas envie de l'appliquer. Faut être faut aussi être clair. Je pense qu'on peut nuancer. On n'a parfois pas envie de l'appliquer. Il y a un mot. Mais du coup,
Toi, à OpenStreetMap, genre, comment tu travailles autour de la production de données? Parce que justement, tu es moins en consommation qu'en production. Enfin, comment justement ce travail il s'articule avec l'action publique? Déjà, il faut rappeler qu'OpenStreetMap a démarré en 2004 en Angleterre, à une époque où il n'y avait pas de données géographiques disponibles, ouvertes, etc. Et que, en France, pour avoir les bases de données de l'IGN qui soient ouvertes, il faut attendre 2021 quand même. Hein. Ça fait que 4 ans. Alors, il y a eu d'autres données géographiques qui sont apparues avant, mais de façon assez parcellaire. Donc, en fait, OpenStreetMap s'est créé parce qu'il n'y avait pas d'open data. Après, à partir du moment où on a de l'open data qui est arrivé, d'une certaine façon, on peut dire bon, on arrête, vu que maintenant les données sont disponibles, etc., etc. Puis finalement, nous, on a vu au fur et à mesure que les données étaient ouvertes que on parlait des problèmes de qualité. La qualité, c'est pas toujours ça, la fraîcheur, les mises à jour, le niveau de détail, ça, voilà. Et on a énormément de données publiques sur lesquelles on va en tirer parti, mais par exemple, on importe très peu de données directement dans OpenStreetMap. On va les vérifier parce qu'on a des problèmes, de mise à jour, de camp d'altel, mais aussi parfois le positionnement géographique est approximatif. Voilà. Du coup, il y a quand même un intérêt toujours à avoir OpenStreetMap et ça n'a pas changé. Ensuite, donc ça c'est vraiment l'open data, ça n'a pas arrêté. Ça a été compliqué aussi d'essayer de travailler avec les administrations. Il y a 12-13 ans, on avait quand même des frictions à travers la Gazette des communes entre OpenStreetMap et l'IGN. Depuis, on a eu aussi des expériences comme sur la base adresse nationale, où on a commencé quelque chose encore là par absence de données ouvertes sur le sujet, ce qui du coup on a été un catalyseur en fait dans l'histoire de la base adresse nationale. Je pense qu'on n'a pas participé directement à la réalisation, mais si on n'avait pas été là, la réaction n'aurait pas démarré ou elle aurait démarré plus lentement. Donc voilà, il y a donc ce rôle d'association un petit peu aiguillon pour faire avancer le schmilblick, on l'a assumé à plusieurs reprises. Par contre, l'association en tant que telle, on n'a jamais fait de demande CADA. Il y a des membres de l'association qui, à titre individuel, ont pu en faire, mais on n'a jamais voulu rentrer dans une forme un petit peu de confrontation. Quand il y a de la donnée open data, on l'utilise, voilà, et quand il n'y a pas de données open data, on la fabrique. Donc, il y a énormément de données produites dans OpenStreetMap, justement. Il y a énormément de données produites. Enfin, oui, ça, et puis pas qu'en France. Hein, c'est ça, exactement. Et surtout, on a tous nos contributeurs, donc des milliers de contributeurs, si je compte juste la France, qui s'intéressent à des sujets très particuliers, à des thématiques qui sont parfois délaissées. Le projet OSM, quand il a démarré en Angleterre, a démarré au sein de la communauté cycliste. Et en France, les données sur le vélo les plus détaillées, je ne sais même pas s'il y en a d'autres en fait, c'est OpenStreetMap. Même sur transport.datagouv, le référentiel vélo, c'est de la donnée OSM. Donc, alors ça, je témoigne. Dans une vie précédente, je m'occupais de faire du pilotage des politiques prioritaires du gouvernement. Et pour la politique sur justement le kilométrage de pistes cyclables, le point de référence du coup, qui était donné, qui remontait, les données venaient d'OpenStreetMap. Oui, puis on a des acteurs privés aussi, enfin des acteurs... OSM c'est privé, mais c'est associatif. On a aussi des entreprises privées qui... ont trouvé à s'intégrer dans l'écosystème d'OSM. Entre autres, il y a une entreprise qui s'appelle GeoVélo qui a compris l'intérêt de la donnée OpenStreetMap au niveau vélo pour produire des applications de calcul d'itinéraire vraiment de qualité et qui travaille aussi en permanence sur l'amélioration de la donnée. Donc on a vraiment un écosystème très riche et qui marche dans les deux sens. On n'a pas ou très très peu de ce qu'on peut appeler de passagers clandestins, de gens qui vont utiliser la donnée mais qui repartagent pas du tout ou à minima. Donc ça, on arrive à maintenir quelque chose de correct de ce côté-là. Ouais.
Ce que je retiens, c'est qu'au final, on voit qu'il y a des formes de collaboration qui existent, voilà, que ce soit dans la production, dans l'interopérabilité, dans la consommation, dans la correction, etc. Ce qui, moi, m'amène à penser que finalement, dans un service qui opère de la donnée et la publie, il faut peut-être aussi penser à ces relations avec la société civile, puisqu'on voit que ça se nourrit, ça peut se compléter. Et en tout cas, c'est pas un pan à laisser non plus complètement de côté. Et ça, je pense que, bon, peut-être ici, on en est convaincu, en tout cas, voilà, on le sait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à diffuser vraiment dans l'antre. Oui, je pense qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Il y a des choses qui font pas partie forcément d'une mission de service public, donc c'est pas la sphère publique de le produire, et laisser la société civile s'en emparer et faire quelque chose d'utile et de qualité, et qui peut être aussi utile, voilà. Et ça peut marcher. J'ai un exemple assez récent, l'application Carte IGN, la nouvelle application mobile de l'IGN. Tous les points d'intérêt de type commerce, arrêt, pas que les commerces, plein de points d'intérêt, en fait, c'est de la donnée OpenStreetMap. Donc là, l'IGN s'est dit, bon, moi j'ai plein de données qui sont très bien pour plein de choses, mais ça, j'ai pas. Mais pour les utilisateurs de l'application, ce serait quand même très utile. Comment on fait? Et là, ils ont décidé, sans même consulter OpenStreetMap, hein, et c'est normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, d'utiliser ces données-là, et même de faire, quand dans l'appli IGN, on peut signaler qu'il y a une... Alors là, justement, la boucle de retour, elle y est. Quand il y a une donnée qui ne va pas, il y a la possibilité de signaler un problème dans la donnée IGN, mais il y a aussi ça marche aussi pour un objet qui vient d'OpenStreetMap, et ça renvoie une information sur OpenStreetMap. Donc là, on a un bon exemple d'écosystème qui s'est bien fait. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Bon, sur la banne, c'était compliqué. Là, on voit que ça a marché. Puis il y a d'autres projets où moi, j'ai pu apprendre aussi de ces... faut apprendre des échecs. Hein. On a un projet avec l'IGN et OpenStreetMap France en ce moment qui est très important, qui est Panoramax. On fait un Street View mais sans Google. Et là, voilà, on a vraiment trouvé comment travailler ensemble, comment mobiliser les communautés de contributeurs, mobiliser des entreprises, mobiliser des collectivités, des services publics, etc. Tout faire en open source, by design, by default et from start, hein, depuis le début. Voilà. Donc voilà, on peut aussi apprendre aussi des choses qui n'ont pas bien marché pour faire beaucoup mieux après. Oui, bien sûr. Peut-être dernière question concernant sur la légitimité. Comment est-ce que des données qui sont justement produites par une multitude d'acteurs, comme le commun qui est OpenStreetMap, et des contributeurs, hein, que ce soit des particuliers, etc., enfin vraiment par cette communauté, comment est-ce qu'elle est rendue légitime pour une utilisation, enfin comme tu dis, dans une collaboration finalement avec l'IGN? La légitimité, alors j'ai préparé une petite phrase, voilà, j'ai dit, c'est comme la confiance, ça se décrète pas, ça se gagne, et ça se gagne doucement. Ça prend du temps. Là, j'ai mis une casquette OpenStreetMap pour bien dire que je parlais au nom d'OpenStreetMap, et c'est la casquette des 20 ans d'OpenStreetMap. Donc, elle a 1 an, ma casquette. Hein. Donc on est à 21 ans d'existence, et voilà, je pense qu'effectivement, si on revient 12 ans en arrière, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui sont en train de... Il y avait la moitié des routes qui étaient là, c'était pas complet, etc. Oui, mais on est allé au bout, quoi. Et puis, c'est ce qu'on peut aussi appeler la preuve du pudding. C'est-à-dire, quand on regarde l'assiette du pudding, ça n'a aucune raison d'être bon, et puis au final, quand on le mange, c'est bon. OpenStreetMap, il y a plein de raisons pour que ça ne marche pas. Mais au final, ça marche. Les gens peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne font pas n'importe quoi. On me dit souvent, mais n'importe qui peut modifier. Moi, je corrige, je fais n'importe qui peut corriger, voilà, peut améliorer. Et c'est ça, quoi. La légitimité, elle s'est gagnée petit à petit parce que, oui, pour le vélo, la référence, c'est la donnée OSM. Et pour plein d'autres trucs, pour plein d'autres choses, la donnée OpenStreetMap, petit à petit, est devenue vraiment une donnée de qualité, suffisamment mise à jour. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaitement à jour, parce que voilà, je suis modeste par rapport à ça, suffisamment mise à jour pour tout un ensemble d'usages. Et quand vous avez... les AFAM, parce qu'il y a juste le G qui n'utilise pas les données OSM, quand vous avez tous les AFAM et plus, parce qu'il y en a d'autres, il y a Uber, etc., tous ces gens-là se basent sur la donnée OpenStreetMap.
Amazon, pour calculer l'itinéraire, pour aller livrer au mieux, etc., ils utilisent de la donnée OSM et ils améliorent la donnée OSM dans les pays où c'est pas suffisant. Donc la légitimité, elle est venue petit à petit par aussi la qualité des données, qui n'est pas parfaite, mais suffisante pour les usages qu'on... Et puis un autre point important, la constance. La constance. Il n'y a pas eu de changement important dans le fonctionnement et la gouvernance d'OpenStreetMap. Je n'en dirais pas autant de 20 ans de politique publique. Tu disais, il y a eu une période où, allez hop, c'est l'ouverture, la transparence, etc. Et puis après, on sent, oh là là, ça n'a plus. Non, OSM, on a vraiment continué sur la lancée et il y a des collaborations qu'on voit qui maintenant commencent vraiment à se faire avec la sphère publique. Je citais celle avec l'IGN, et Panoramax et Carte IGN, mais il y a plein d'autres choses qui se font aussi à des niveaux plus locaux.